Donc je suis le docteur Bachelot, François Bachelot. Je suis cancérologue d'une manière globale et même électroradiologiste, mon diplôme initial. Mais je suis spécialisé dans la radiothérapie et dans une branche particulière de la radiothérapie qu'on appelle la curithérapie, qui utilise les corps radioactifs. Au point de vue formation, je suis formation de centre anticancéreux et j'ai terminé en 86 au centre Néguin-Curie aujourd'hui comme chef de service de curithérapie pour me consacrer uniquement à une activité libérale. Au centre anticancéreux, on est habitué depuis très longtemps à ce qu'on appelle la concertation pluridisciplinaire. Ça fait 40 ans qu'on fait des RCP, qu'on essaye de nous sortir à l'heure actuelle. Et ce principe du centre anticancéreux, je l'ai maintenu dans le secteur libéral. Et donc à partir d'un de mes correspondants habituels de cancérologie, qui est un oncologue médical, le docteur Avétian, il m'a fait rencontrer le docteur Delépine, avec lequel il travaillait, ou plus récemment, par exemple, un chirurgien cancérologie thoracique, le professeur Jean Covici. Et à partir de cette entente, si vous voulez, on a organisé un réseau non formalisé, mais de gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, ce qui permet d'avoir une concertation pour le diagnostic, pour le choix du traitement et surtout dans la rapidité d'intervention, qu'on n'a pas dans les moyens, les secteurs un peu pesants que sont les hôpitaux ou les centres anticancéreux. La liberté thérapeutique, elle commence dans ce qu'on appelle une politique de santé d'un pays. Il y a deux solutions, ou ce sont les médecins qui font la médecine, ou c'est l'administration qui dit comment doit être faite la médecine. Malheureusement, dans notre pays, on a choisi la deuxième option. C'est l'administration qui commande. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples, si vous voulez. Le premier, c'est que j'ai fait un bac plus 13 pour être cancérologue, radiothérapeute et curithérapeute. Et qu'aujourd'hui, ce sont des administratifs, à travers ce qu'on appelle l'agence régionale de santé, qui me disent si je peux faire de la cancérologie ou pas. Ce qui est intéressant à savoir au bout de ces 45 ans d'exercice, c'est si je suis compétent ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a eu une dévalorisation complète de la notion de diplôme. Quand on est docteur, ça veut dire quelque chose. On a fait un serment, qui est le serment d'Hippocrate, de soigner les gens en toute responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas appliquer ce serment d'Hippocrate, comme les avocats n'ont plus le secret avec leurs clients, si vous voulez. Donc c'est l'administration qui a pris le pas, qui décide qui fait quoi, qui est compétent, sans tenir compte du tout de cette première notion, qui est la notion du diplôme. Et qu'est-ce que ça veut dire un diplôme? Normalement, ça vous donne le droit d'exercer dans la discipline où vous avez été spécialisé. Aujourd'hui, c'est plus possible, parce que c'est plus le diplôme qui joue, c'est la structure dans laquelle vous allez exercer. Et cette structure, elle est définie par l'administration. Donc ça, c'est le premier point. Premier pan de perte de liberté essentielle, c'est que le diplôme ne correspond plus à rien. C'est un choix administratif, c'est plus un choix de compétence. La deuxième notion, c'est que pour essayer de faire en sorte que les malades soient le mieux traités, on part d'une réflexion qui est tout à fait valable, qui dit que ceux qui sont les plus aptes à traiter les cancers sont les gens qui ont une certaine expérience, qui ont une certaine compétence, c'est-à-dire qui pratiquent un certain nombre d'actes sur une certaine pathologie. Le chirurgien qui fait un certain nombre de cancers, prostatectomie, etc., il en a l'habitude, il est compétent, on peut lui faire confiance. En revanche, celui qui n'en fait qu'une ou deux par an, on peut penser qu'il n'est pas tout à fait... dont acte pour ça. Mais au lieu de dire on va faire attention à qui sait faire quoi, on a dit on va faire attention qui peut faire quoi dans une structure déterminée. Et ne c'est plus la compétence du médecin qu'on a recherchée, mais c'est la compétence d'une structure. Alors je m'explique. On a dit qu'il faut pour être compétent, traiter X cancer par exemple de l'estomac ou du côlon par an. Mais on n'a pas dit que le docteur Intel devait faire X cancer du côlon. On a dit que la clinique ou l'hôpital ou le service où il est devait avoir fait tant de cancers. Alors je prends un exemple. Vous êtes à l'hôpital, il y a le patron,
tout à fait compétentes, puis derrière, il y a les chefs de clinique, il y a les internes, etc. Alors on donne la compétence au service, même si ce n'est pas le patron qui opère, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en formation, alors ceux-là, ils ont la compétence. À l'inverse, je prends une clinique dans un centre urbain qui n'a pas une capacité considérable au point de vue démographique, il y a un chirurgien qui a l'habitude de faire des gastrectomies, mais il est tout seul dans sa clinique. Et tout seul, il n'arrive pas au quota. Et bien celui-là, on va lui interdire de traiter les patients. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les chirurgiens, pour avoir les quotas et pour pouvoir garder l'autorisation de faire la cancérologie dans leur discipline, ils se sont remis à opérer tous azimuts, dans des pathologies dont on sait très bien aujourd'hui que l'on peut guérir les patients sans complications, avec des techniques différentes. Donc voilà un deuxième pan de la liberté médicale, alors non seulement qui est préjudiciable aux praticiens, mais qui surtout a une conséquence immédiate sur la santé de la population. Je peux l'illustrer par une chose précise, qui est le cancer de la prostate. Aux États-Unis, un cancer pris à son tout début, donc je précise bien les indications, 40% sont traités par la curithérapie. En France, du fait de cet effet pervers des quotas, il n'y a que 7% des patients qui sont traités de cette façon-là. Ça veut dire que les autres, eh bien, ils ont tous les aléas possibles de la prostatectomie qu'on connaît, pour les jeunes, pour les incontinences urinaires, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des indications de prostatectomie, mais je dis qu'il y a eu un transfert de certaines indications qui ne relève pas du tout de la liberté médicale, mais qui relève d'un processus purement administratif, un processus comptable. Et ça, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le médecin qui détermine un peu la politique de santé, c'est la sécurité sociale. Si le budget est en équilibre, on peut faire telle chose. S'il n'est pas en équilibre, on met des moyens ou de réduction de l'offre ou de remboursement, et on arrive à une médecine qui n'a plus aucun sens. Ou alors, il faut dire, voilà, les gens ont la capacité, en plus de la sécurité sociale, qui ne sera plus obligatoire et exclusive, de s'assurer de façon à bénéficier des bons soins. Donc aujourd'hui, on est globalement dans une réduction complète de la liberté d'action des médecins, parce qu'on est dans des structures qu'on nous appelle, qui sont des structures de type comptable pur. Si on se ramène à mon cas particulier, celui de la cancérologie des enfants et de la radiothérapie, ben, alors que depuis, je vous dis, une dizaine d'années, je faisais les traitements des patients du service du docteur de l'Épine, et choses, parce que dans ma clinique, il n'y avait pas de service de pédiatrie générale, on m'a interdit de faire maintenant la radiothérapie pour les enfants. Donc on n'a pas remis en cause mes compétences, on n'a pas remis en cause mon plateau technique. Simplement, c'est parce que j'avais pas au-dessus de moi ce qu'ils estiment devrait y avoir dans une structure ad hoc, l'ensemble des choses. Or, dans ma discipline, nous ne sommes qu'un seul élément du traitement. Donc on n'a pas d'obligation, on n'a aucune utilité d'avoir une grosse structure tout autour, puisqu'on nous demande, nous, simplement d'intervenir au niveau de la radiothérapie. Donc je ne vois pas pourquoi, parce que je n'ai pas la pédiatrie médicale dans le même établissement, je ne peux pas continuer à faire cet exercice. Alors, tout ça, ça conduit à un constat qui est important. En particulier celui du choix de ce qu'on appelle le médecin référent. Pour des raisons toujours d'économie et limiter les consultations chez les spécialistes, on a dit qu'il faut passer par le médecin généraliste d'emblée, d'abord, et c'est lui qui va dispatcher après les choses. Mais dans le même temps, le médecin généraliste, on l'a dans le collimateur, pour pas qu'il fasse trop de prescriptions, de telle sorte que le médecin est limité dans les demandes d'actes qui vont lui permettre d'accéder plus rapidement au diagnostic. Et il est quotidien de voir dans nos consultations des patients qui traînent des symptômes, qui ont des symptômes, qui évoquent un certain nombre de choses. Et le diagnostic n'a pas été fait parce que le médecin, pour des raisons X, Y que je viens de vous expliquer, n'a pas demandé les examens suffisants pour arriver au diagnostic. Donc là, c'est un problème majeur que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est le retard au diagnostic dans un certain nombre de pathologies, tout simplement parce qu'on a voulu supprimer l'accès direct à la cancérologie.
Le deuxième élément également qui est un peu choquant, c'est celui des RCP. Les RCP, c'est des réunions, ce qu'on appelle concertation pluridisciplinaire, où des praticiens de différentes disciplines donnent leur avis à propos d'un dossier. Mais c'est un dossier qu'on examine à ce stade-là. On n'a pas le patient en face de nous. Donc la décision de la RCP, c'est la première notion que tout le monde va avoir à l'esprit, elle est théorique. Et après, il va falloir qu'elle soit adaptée au patient. Donc c'est le praticien qui est responsable de ce patient qui va savoir si on peut faire ce qu'on a proposé. Donc il ne faut pas prendre la RCP comme étant la loi, rien que la loi, et je ne rembourse pas en dehors de la loi. Ce qu'on a à l'heure actuelle dans certains problèmes, par exemple dans les protocoles de chimiothérapie. Si ce n'est pas les protocoles qui ont été validés par telle ou telle équipe, etc., la Sécurité sociale dit attention, je ne rembourse pas les choses. Donc ces RCP, elles sont limitées dans leur effet utile par ce carcan de dire en fait la RCP doit répondre à des décisions prises par des commissions, etc. Et si vous êtes en dehors de ce qu'on appelle les référentiels, eh bien la Sécurité sociale peut contester l'acte thérapeutique que vous allez faire et dire aux patients vous n'allez pas être remboursé. Donc là, ça devient intolérable. D'un côté, on surveille le médecin traitant, il ne peut pas demander tous les examens, retard diagnostic, et quand on arrive au niveau de la RCP, vous avez le droit de faire ça et pas autre chose. C'est pas du tout la médecine que je la conçois. La médecine, d'abord, c'est un patient. Le cas d'un patient, c'est pas du tout celui du voisin. La décision thérapeutique, elle tient compte non seulement de la pathologie, de son extension, etc., mais elle tient compte de l'état général, l'état psychique du malade, son environnement, est-ce qu'il va suivre le traitement, etc. Donc tout ça, ça nécessite de la part du praticien en charge de prendre personnellement les décisions et non pas d'être coincé dans un carcan qui est celui du remboursement de la sécurité sociale. Pour répondre à votre question, depuis quand on constate ça, ben je dirais qu'il y a deux périodes dans la sécurité sociale. Il y a la période bénéfique de la sécurité sociale et puis il y a les effets pervers de la sécurité sociale. Alors bénéfique, c'est toute la période après-guerre, où là on a fait accéder beaucoup de gens à une médecine qu'on ne pouvait pas avoir. Rien à redire, on a fait les établissements, on a fait que ça. Et puis après, parce qu'on a obligé à rester uniquement dans ce modèle-là, on a forcément, à un moment donné, été limité par les capacités financières. Et c'est à partir de ce moment-là que dérive le système. Alors, quelle a été la politique des pouvoirs publics de tout temps, je me souviens très bien de Madame Veil, c'est de réduire l'offre. Alors, je plaisante toujours en disant, en Centrafrique, que je connaissais bien, il n'y a pas de cancer. Pourquoi il n'y a pas de cancer? Parce que les gens ne vont pas consulter. Pourquoi les gens ne vont pas consulter? Parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de frais de traitement par la radiothérapie. Il n'y a pas d'appareil de radiothérapie. Donc c'est simple. La politique consiste à dire on réduit l'offre, donc à ce moment-là on va réduire la consommation, etc. Et c'est ça, c'était le début de la perversité du système de la sécurité sociale, obligatoire, unique, obligeant les patients à un trajet précis. Et ça, on l'a vu à toutes les stades, dans ma discipline, celle que je connais, qui est ce qu'on appelle les équipements lourds. La France a toujours été en retard sur les équipements lourds. J'ai écrit un livre en 1976 sur le retard de la France pour les années 2000, en radiothérapie, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas d'accélérateur de particules. Regardez aujourd'hui, le président de la République est obligé de dire qu'on va mettre un délai de 27 jours pour les IRM. On rêve. Il y en a partout des IRM dans les pays autour de nous. C'est ça la sécurité sociale. C'est parce qu'elle a voulu trop bien faire toute seule. Il faut donner une marge de possibilité. Les gens peuvent accéder par l'intermédiaire d'assurances, de mutuelles, de ce que vous voulez, peuvent accéder à une qualité de médecine, pas les obliger à passer par ce carcan de la sécurité sociale. Elle est inadaptée à une époque comme la nôtre. J'ai une certaine expérience parce qu'une de mes activités, c'est d'essayer de créer des centres anticancéreux dans les pays émergents. Je suis allé dans 10 ou 12 pays différents, proposer de faire ça. Le Vietnam, le Liban, la Tchécoslovaquie, la Serbie, la Croatie, le Maroc, je ne sais plus où je suis allé. Donc, et là, dernièrement, en ce moment, qu'on est en train de faire avec M. Avetian, l'Arménie.
Le taux de cancer, c'est celui des populations équivalentes, okay, donc qui ont été contaminées par la pollution, par les hormones qu'il y a dans l'alimentation. C'est le même. Le taux d'Arménie est exact. Mais en France, par exemple, alors qu'on est déjà un pays en retard, il y a 6 machines de radiothérapie par million d'habitants. 6 par million d'habitants. D'accord ? Dans d'autres pays, vous n'avez pas une machine pour 20 millions d'habitants. Donc dans ces machines-là, effectivement, le budget de la sécurité sociale, il est simple. Il n'y a pas les capacités de les traiter. Donc il n'y a pas de dépenses de santé. Comme il n'y a pas de capacité, comme il n'y a pas de dépenses de santé, les gens ne consultent pas. Donc on minimise les statistiques tout simplement parce que les gens, on a pris l'habitude que la personne, son cancer, il n'y a rien d'autre à faire, on la laisse mourir chez elle. Et donc cela, ils n'apparaissent nulle part dans des statistiques médicales. Mais les taux sont les mêmes en fonction des contextes, si vous voulez, etc. Non, il y a longtemps qu'on fait ça. Ça s'appelait dans le temps la tomothérapie. Donc la tomothérapie, c'est quoi? C'est un appareil qui tourne. Alors, en tournant, au lieu d'avoir simplement 4 portes d'entrée, 4 portes d'entrée, ça veut dire que vous allez donner le quart de la dose à chaque porte, pour la totaliser au milieu. D'accord? Si vous mettez 200 portes d'entrée, ça va plus être que le 200e de ce qu'il y a au milieu. Si vous donnez le 200e de ce qu'il y a au milieu, vous esquintez pas ce qu'il y a entre les deux. Si vous donnez le quart, vous bousillez la vessie qui est devant ou le rectum qui est derrière dans la prostate. Donc tous les appareils qui tournent et qui centrent la chose sont bénéfiques. On fait ça depuis tout le temps, ça s'appelle la tomothérapie. D'accord ? Là où on a progressé, c'est qu'on a utilisé des rayonnements de plus en plus performants. Donc après le 200 kV que j'ai connu, le cobalt, on a eu les accélérateurs de particules. Accélérateurs de plus en plus puissants qu'on a fait les uns les autres, puisqu'on est arrivé jusqu'à des 40 MeV qu'on n'utilise pas, si bien qu'on arrivait à cibler, et au maximum, on arrive à la stéréotaxie. C'est ça, le cyberknall qui fait les choses. Hein. Simplement, là, il y a un appareil où on a fait autre chose. On a pris une console, et dedans, il y a 200 sources qui crachent en même temps de cobalt sur des trucs microscopiques, mais on vise au milieu. Donc, ce sont des techniques innovantes, limitées dans leurs indications. Alors, pourquoi limitées dans leurs indications? Eh bien, parce que le cancer, c'est pas un cube ou un truc rond qui s'arrête comme ça. Sinon, on les guérirait tous. Le cancer, ce sont un certain nombre d'endroits de tumeurs, de cellules actives, et puis autour, il y a des cellules qui sont dispersées. C'est ce qu'on appelle le caractère infiltrant des tumeurs. Donc, tous les traitements qui consistent à croire qu'on va enlever ce qu'on voit et que le cancer est guéri, on se trompe gravement. Car il y a tout ce qu'on appelle la maladie infraclinique. Et s'il y en a des cellules-là, elles peuvent aller balader par la circulation. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un autre point intéressant de la cancérologie. C'est qu'il est illusoire de dire qu'on va traiter le cancer que par une technique. Elle devrait être systématiquement associée. Certaines ayant pour vocation de traiter localement, d'autres étant une vocation de traiter la maladie générale, c'est-à-dire associer chimiothérapie, ça c'est pour la maladie circulante, radiothérapie ou chirurgie pour la maladie locale, et pour augmenter les défenses d'organismes, l'immunothérapie. Ça c'est interdit en France, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Ce sont des protocoles qu'on fait avec des patients qui vont chercher leurs produits pour l'immunothérapie en Belgique, à l'heure actuelle, que je traite. Et avec des protocoles qui donnent des résultats tout à fait intéressants, parce qu'on a pris en compte la globalité et qu'on ne le fait pas les uns après les autres comme ça au hasard, mais on a fait un protocole qui les associe d'emblée. Un protocole qui est reconnu par l'université de Louvain, par exemple, mais qui n'est absolument pas reconnu en France. Donc là, je reviens à cette notion de carcan pour les RCP. Vous êtes dans le référentiel ou vous ne l'êtes pas? Non, ça évolue, la cancérologie, il faut suivre la cancérologie, etc. La France est spécifique dans ce domaine-là. Hein. Les autres sont beaucoup plus ouverts dans les protocoles thérapeutiques. Il n'y a pas ce carcan du protocole thérapeutique. Il y a partout la volonté de contrôler les dépenses de santé, c'est évident. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il ne faut pas le faire avec le système coercitif, une voie de financement unique, dans des structures uniques, identiques. Il y a d'autres moyens de contrôler les dépenses de santé. L'idée même de fermer un service compétent est déjà une chose extraordinaire.
Alors quand on voit les résultats obtenus par ce service-là, en particulier dans le domaine des ostéosarcomes des enfants, on est stupéfait. On est d'autant plus stupéfait que c'est que les protocoles utilisés par le docteur de Lépine sont des protocoles qui sont avalisés depuis très longtemps aux États-Unis. Et c'est là où on a vu qu'on obtenait avec ces protocoles thérapeutiques des résultats. Et Nicole de Lépine n'a fait qu'appliquer, parce qu'elle suit le sujet, qu'elle connaît bien, ces protocoles de terrain. Or, ça ne correspond pas au référentiel français. Ça ne correspond pas à la nomenclatura de la cancérologie, qui est un peu trop souvent dans les bureaux et devrait être beaucoup plus dans les services d'oncologie. Donc, c'est fermer un diktat alors qu'il y a un service compétent et qu'il n'y a pas beaucoup de services de cancérologie en France, paraît tout à fait stupéfiant. À mon sens, ne peut pas être expliqué par des raisons purement médicales. Il faut sûrement chercher là encore, d'autres raisons que celui de la compétence ou celui de la nécessité de ce service-là. J'ai un sujet, moi, précis. Hein. Je suis proche de l'hôpital d'Argenteuil, qui a un service de radiothérapie. L'Argenteuil, je ne sais pas si vous suivez un peu la vie politique de la région de l'Île-de-France, c'est communiste depuis tout le temps, l'Argenteuil. Cet hôpital est en dessous des normes d'activité, mais alors complètement, hein, la moitié. On lui renouvelle toutes les autorisations à chaque fois. Personne n'a pu faire fermer, il est suréquipé, il n'y a pas de malades, il y a des trucs comme ça. Mais pour des raisons purement politiques locales, c'est-à-dire on ne peut pas se fâcher avec les communistes dans l'Île-de-France, eh ben on redonne les autorisations. Dans le sens inverse, si Nicole gêne, eh ben on vire le service. Moi, j'ai le phénomène pour moi. Et alors là où on est coincé, c'est parce que j'ai mes antécédents de chef de service de centre anticancéreux. Mais sinon, on m'aurait mis dans le lot des médecins parallèles, des médecines parallèles, charlatans, etc., parce que je fais le protocole avec l'immunothérapie. Je suis le seul en France à faire la radiothérapie sous forme de flash et non pas en continu. Ben, je sais le nombre de gens qui ont pu raconter sur moi. Et là, en fin de carrière, donc, je vois que certains hospitaliers commencent à prendre ce protocole-là. En particulier, Bécassemi à Créteil, qui est le chef de service maintenant là-bas, qui est passé dans mon service à moi, qui a vu des choses, fait des flashs comme ça. Parce que la radiothérapie, c'est... Dire on va bousiller en tapant dessus pendant 6 semaines comme ça, c'est complètement aberrant. C'est des gens qui n'ont rien compris à la radiothérapie. Hein. La radiothérapie, c'est pas de faire un trou. La radiothérapie, ça empêche la cellule de se diviser parce que ça esquinte l'ADN du noyau. Il suffit même d'une seule dose. On aurait peut-être les mêmes effets. Si on truc. Et nous, le protocole, c'est quoi? C'est qu'on tape au moment où la cellule se divise, tous les 21 jours, et non pas dans les jours intermédiaires où elle ne bouge pas. Les autres, ils ont des complications de peau, ils ont des brûlures à la peau. Les miens, ils n'ont aucune marque ni quoi que ce soit. Ils n'ont pas de trous pendant le traitement. Ça, si je suis hérétique. Mais on ne peut pas le dire parce que Bachelot, on le connaît. Il a créé la société de cancérologie privée, donc on connaît ses compétences. Je vous donne un autre exemple. J'étais chef de service de curie. J'ai fait 440 curie-thérapies ORL à Ron-Huguenin, y compris les trachéotomies que je faisais avant, mes patients avant. Quand je suis parti, il n'y a pas de gens compétents, il n'y a plus de curie-thérapie à Ron-Huguenin. Or, les malades qu'on a guéris par la curie-thérapie, ces malades, ils ont subi, on leur a enlevé la moitié de la gueule, on leur a enlevé... Voilà des choses précises. Donc on ne peut pas me dire il n'est pas compétent en cancérologie. Donc là-dessus, ça les embête un peu. Mais pareil, on dit c'est la médecine parallèle, c'est la... Et avec Nicole, alors en plus Nicole, elle a cherché, hein, de dire qu'elle n'est pas restée dans l'anonymat. Hein. Donc, alors là où elle... À mon avis, le un peu, c'est de mélanger uniquement l'aspect cancérologie de ces protocoles et d'attaquer la puissance pharmaceutique. Et là, elle prenait les deux dans la gueule en même temps. Hein. Donc, l'industrie pharmaceutique, c'est un tout autre sujet. Hein. Là, c'est plus uniquement la liberté de prescription. Hein. Et là, je pense que ce qu'ils en veulent, c'est un peu ça. Hein. C'est que... Elle a systématiquement quand même. Alors, elle a ses idées aussi, hein, Nicole. Mais en matière de ce qui concerne la cancérologie, c'est un fait. Hein. Les ostéosarcomes, la dernière statistique montre qu'on a régressé
en taux de guérison des enfants de près de 10 ou 20% à peu près, hein, entre les deux. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. À l'heure actuelle, pour exercer, je suis obligé de passer par 3 niveaux d'autorisation administrative. Dans un premier temps, il faut que j'ai l'autorisation d'acquérir les appareils de radiothérapie. Donc ça, dans le temps, c'était donné par le ministre, hein, maintenant c'est régionalisé. Le deuxième temps, c'est qu'il faut reconnaître que j'ai le droit de faire du cancer. Donc là encore, il y a une autorisation qui est renouvelable tous les X années, etc. Alors, je suis reconnu, je suis compétent parce que j'ai mes diplômes. Je peux avoir des appareils de radiothérapie parce que je suis compétent en radiothérapie, que je suis dans une structure, etc. On a rajouté ça en plus maintenant, qu'il faut être compétent pour faire le cancer en général, c'est-à-dire qu'à côté de mon métier de base, si je puis dire, je vais m'occuper de la qualité, je vais m'occuper d'un certain nombre de choses, de contrats, d'objectifs, etc. Donc ça c'est administratif, c'est l'agence régionale. Et puis après, derrière, j'ai l'agence régionale de sécurité nucléaire qui va venir voir dans mon service si tout est en règle au point de vue irradiation, au point de vue procédure, etc. etc. Et si je n'ai pas les 4 autorisations, je ne peux pas continuer mon métier. Ce qui est quand même assez... Alors surtout que c'est redondant généralement dans leurs enquêtes pour savoir si je suis compétent, et que j'ai appris la semaine dernière d'ailleurs à l'agence, en allant à l'agence, qu'il n'y avait pas de fichier commun de tous ces organismes-là, parce que je leur disais, moi ça fait quand même 20 fois que je vous raconte la même chose, hein, qui je suis, ce que je fais, qu'est-ce qu'on traite et tout ça. Et j'ai dit, vous n'avez pas un document là, consultable? Elle dit, non monsieur, nous sommes des services indépendants, on n'a pas de base de données communes. Voilà les gens qui prennent les décisions concernant la cancérologie. Ils n'ont pas de base, ils ne savent pas... Mieux que ça, c'est même rigolo. On me donne toutes les autorisations dans le 92, directeur du centre, donc connu depuis tout le monde, c'est pas difficile puisque j'entame ma 50e année de cancérologie, donc je suis un peu connu en cancérologie. Et je trouve que je suis médecin également radiothérapeute à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Et là, pareil, ils ont eu un dossier à monter pour avoir les autorisations. Et le médecin qui est chargé de l'étude dit, le docteur Bachelot, il n'a pas le droit d'exercer la radiothérapie. Alors tout le monde se marre en disant, pourquoi il n'a pas le droit? Et bien parce qu'il y a eu un décret. Et que ce décret, il est marqué que peuvent faire la radiothérapie les gens spécialisés en radiothérapie, etc. Mais ils ont oublié qu'avant tout ça, il y avait un diplôme qui s'appelait l'électroradiologie. Or, je suis de ce diplôme-là, des électroradiologistes, où on faisait non seulement le diagnostic, mais la radiothérapie. Mais comme ce n'était pas dans le décret, alors je dis au médecin, je suis quand même là-bas à 92, hein, à côté, là. Je suis directeur du centre, hein, donc j'ai toutes les autorisations, là. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Non, monsieur, moi je suis médecin, moi, mon département, c'est 78, le décret, c'est ça. Voilà. Alors, il se trouve que le président du Conseil de l'Ordre était encore à l'époque Legman. Et Legman est un électroradiologiste. Donc, j'étais obligé de faire une lettre au président national du Conseil de l'Ordre en disant « mets de l'ordre dans tes papiers », car c'est impétent que... Et j'ai appris après que le médecin en question, son père était comme moi électroradiologiste. Et qu'en fait, ce qu'il voulait, c'était mettre le point sur le décret qui faisait que j'étais pas dans les noms qui étaient très... C'est incroyable. Voilà, donc l'administration française. Entre 78 et 82, on ne communique pas. Ils sont dans la même agence régionale. Hein. Donc c'est ça aujourd'hui, la médecine française, c'est la sécurité sociale, c'est l'administration, c'est le nombre d'enquêtes auxquelles on doit répondre